BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Je reçois ce soir l'économiste Philippe Aghion, professeur au Collège de France, et Aline Sellad. Bonsoir Philippe Aghion. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On écoute toujours avec attention ce que vous nous dites. On va parler de l'affaire Doliprane, bien sûr. On va parler du budget 2025. Vous avez des idées quand même assez claires sur les retraites et puis sur la taxe d'habitation qui pour vous a été une grande erreur. Alors est-ce que vous trouvez qu'il faut la remettre ou pas ? La suppression, bien sûr, la taxe d'habitation. Et puis finalement cette question qui revient un peu comme ça, comme une petite musique de la part des économistes. Est-ce que finalement c'est si grave que ça d'avoir la dette que nous avons ? Première question, Philippe Aghion, Doliprane. Est-ce qu'il y a un risque de souveraineté sanitaire ? Est-ce que vous avez une position là-dessus ? Parce que vous avez écrit un rapport avec Anne Bouvelot, on s'en souvient, sur l'intelligence artificielle, les ruptures technologiques, le monde de demain. On est où là ? Oui, alors d'abord, c'est vrai que il y a le rapport, on a ce rapport avec Anne Bouvelot sur l'intelligence artificielle, il y a le rapport Draghi et d'autres rapports qui montrent, disons, un décrochage. Enfin, en tout cas, non, le rapport sur l'IA montre l'importance pour la France d'être dans la course en domaine de l'IA. Est-ce que c'est un bon débat donc le bon débat, c'est de dire il faut que la France soit présente dans l'innovation de rupture. Voilà. Ouais. Et on sait qu'il y a eu un rattrapage de la France et de l'Europe par rapport aux États-Unis après-guerre jusque vers le milieu des années 90. Et depuis le milieu des années 90, il y a un décrochage. Notre croissance de la productivité est moindre qu'aux États-Unis et on a moins d'innovation de rupture qu'aux États-Unis. Donc il faut que l'Europe se réveille. Ok, mais alors là, on est tous focalisés. En France, on ne parle que du dossier Doliprane, la vente de Doliprane, que peut faire l'État. Bon, oui, on a eu des éléments de réponse, évidemment. Voilà. Alors, il y a deux choses différentes. Je crois d'abord que, la France doit être présente dans des domaines où elle est très bonne, dans l'innovation de rupture. C'est vrai que la pharmacie, la biotech, on est très bon. On a l'Institut Pasteur, on a de très bons chercheurs en biologie en France. Et il faut que la France puisse, à partir de ce vivier de chercheurs que nous avons, être à la pointe dans le domaine des biotech. Et on pourrait l'être davantage. Donc je crois qu'il y a un vrai... et il y a d'autres domaines où on est excellent. Par exemple, l'intelligence artificielle, on a de formidables mathématiciens, ingénieurs. Donc il y a un certain nombre de domaines où la France a vocation à être à la pointe de la recherche et de l'innovation. Voilà. Et elle ne s'en donne pas les moyens. Voilà. Donc ça, je crois que c'est la chose qui est importante. Le rapport Draghi est une chose très importante, c'est de dire qu'est-ce que l'Europe peut faire pour endiguer ce décrochage technologique par rapport aux États-Unis et à la Chine. Parce que maintenant, la Chine devient aussi un grand acteur en domaine d'innovation de rupture. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est là, on se trompe, enfin, les Français, les politiciens, on se trompe de débat. Alors, sur le Doliprane, je crois qu'il y a eu une inquiétude, si vous voulez, parce qu'au moment du Covid, on a manqué de Doliprane. Voilà. C'est sûr. Et donc, on veut être sûr qu'on peut... Donc, il y a un aspect souveraineté, mais c'est qu'on veut, dans certains produits qui sont indispensables, comme le Doliprane, par exemple, être sûr qu'on ne dépend pas d'autres pays, qu'on n'est pas à la merci d'autres pays. Voilà. Donc ça, je crois que c'est important que la France puisse quand même s'approvisionner. Vous vous rappelez qu'on manquait de respirateurs, on manquait de masques, on manquait de tests et on manquait de Doliprane. Voilà. Donc je crois que c'est important qu'on puisse en tout cas ne pas se retrouver dans une situation où on dépend des autres pour certains domaines. Donc ça, je peux comprendre l'inquiétude. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des garanties qu'on va continuer à produire du Doliprane chez nous et qu'on ne sera jamais à dépendre d'autres pays pour savoir si on peut s'approvisionner en Doliprane. Philippe Aghion, rapidement, il y a la question qui se pose parce que certains disent mais attendez, regardez, Sanofi, ils ont touché quoi à peu près, je crois, 1 milliard de crédits pour recherche. Il faut revoir le crédit impôt recherche. Il faut revoir le crédit impôt. Absolument. Ah oui. Je pense qu'il faut maintenir l'enveloppe, mais il faut le revoir. Écoutez, il n'y a pas une seule étude qui montre une efficacité en matière d'innovation du crédit impôt recherche. Ah bon ? Peut-être qu'il a servi à autre chose. Il n'y a pas une seule étude qui montre qu'il y a eu un impact du crédit impôt recherche positif sur l'innovation. Il n'y en a pas une seule étude. Voilà. Donc, moi, je suis pour le crédit impôt recherche. Je pense qu'il faut garder l'enveloppe, mais il faut le cibler davantage. Voyez ? Comment ? Par exemple, sur quoi ? Par exemple, il faut le cibler sur les hautes technologies. Par exemple, les entreprises qui poursuivent des technologies de pointe. En tout cas, il faut le cibler. Je ne dis pas qu'il faut le supprimer pour les autres, mais en tout cas, il faut un meilleur ciblage du crédit impôt recherche sur ceux qui vraiment font de l'innovation. Il faut que ce crédit atteigne le but qu'il s'est fixé, c'est-à-dire de pousser l'innovation. Voilà. Il n'est pas assez ciblé. Je suis pour garder
garder l'enveloppe du crédit impôt recherche, mais je suis pour le cibler. Par exemple, il y a une expérience qui a très bien marché, c'est les laboratoires d'excellence. Il y a une étude d'un collègue à moi qui s'appelle Antonin Bergeau avec des collègues. Ils ont montré que les laboratoires d'excellence, de financer des laboratoires d'excellence, c'était sous Sarkozy, ça commence en 2007, eh bien ça a eu un impact énorme sur l'innovation de pointe dans des domaines, dans des entreprises géographiquement et technologiquement proches des laboratoires d'excellence. Voilà une expérience qui a marché. Vous voyez, moi je crois qu'il faut pousser sur ce qui marche et revoir peut-être ce qui ne marche pas. Voilà. Et bien le crédit impôt recherche ne marche pas. Tel qu'il est, il n'est pas très bon. Okay. Mais il faut le garder. Mais je ne suis pas pour le supprimer. Je suis pour garder l'enveloppe, mais le cibler mieux. Le mieux le cibler. Sur les innovations de rupture notamment. Et sur les secteurs de pointe. Venant de votre part, c'est quand même assez fort. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser sur le budget. Est-ce que pour vous, c'est une potion amère, voire très amère pour les entreprises? Et j'en profite pour dire que vous venez de lancer, avec le MEDEF, avec Patrick Martin, le front économique, en fait, qui va rassembler des économistes prestigieux comme vous, mais d'autres. Oui. J'aimerais qu'il y ait des syndicalistes également. Et des syndicalistes, j'aimerais. Pour faire quoi? Ce front économique, c'est pour quoi faire? Écoutez, l'idée, c'est qu'en tout cas, il y ait des économistes qui sont des chercheurs indépendants et qui travaillent et qui dialoguent avec des chefs d'entreprise. J'aimerais aussi qu'il y ait des syndicalistes, qu'il y ait des gens de tous les secteurs, disons, de l'entreprise, que ce soit du côté managérial ou du côté représentant des employés, pour réfléchir à un certain nombre de grandes questions. Produire et innover. Comment augmenter la productivité? Comment mieux rémunérer le travail et libérer le travail? Comment réconcilier croissance et climat? Quelle fiscalité, comment avoir une fiscalité à la fois juste et qui soit également incitative et qui pousse l'innovation verte. Comment recentrer l'action publique, par exemple. Comment, là, par exemple, l'efficacité de la dépense publique. On dépend. Chez nous, on a beaucoup d'impôts et les services publics ne marchent pas. On a une école qui tombe, on a un hôpital qui tombe, il y a une fuite vers le privé, il y a une inefficacité de la dépense publique en France. Comment on peut accroître l'efficacité de la dépense publique? Voilà, toutes ces questions-là vont être traitées. Oui, mais ça va se traduire comment? Parce que les rapports, vous ouvrez les rapports, les armoires de Bercy, et ça tombe comme de la gravelotte. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? L'idée, c'est en tout cas d'avoir une réflexion. C'est des économistes indépendants. Il y aura des propositions qui seront faites par des économistes, et peut-être beaucoup. Par exemple, moi, je viens vous parler du crédit impôt recherche. Je ne pense pas du tout, je ne vois pas le MEDEF dire Philippe Aghion a raison sur le crédit impôt recherche. Alors, ça, c'est sûr. Je pense qu'il y aura un vrai débat. Donc, c'est pour vous donner le ton. C'est-à-dire, il y aura un certain nombre d'analyses, de propositions totalement indépendantes, et puis ensuite, les entreprises et les syndicats feront leur miel. Ils diront ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Mais nous ne sommes pas là à faire le programme de qui que ce soit. Nous sommes des chercheurs indépendants, nous avons notre réflexion, on pourrait faire les mêmes propositions à n'importe qui, et après les gens font leur miel des propositions que nous ferons. Je viens de vous en faire une dont je suis à peu près certain qu'elle ne sera pas reprise par le MEDEF. Qu'elle ne sera pas reprise, mais enfin en tous les cas, ça y est, maintenant, vous l'avez lancé. Voilà, je l'ai lancé. Réformer le crédit impôt recherche. Alors, est-ce que ce budget 2025, est-ce que c'est une potion amère, voire très amère pour les entreprises? Est-ce que vous pensez que ça va trop loin, qu'il y a un risque d'attractivité, de perte d'attractivité? Je sens, écoutez, pour le moment, ce n'est pas dramatique. Donc je crois qu'il y a des mesures pour montrer qu'on demande un effort partagé. Je crois que l'effort, c'est plus facile d'obtenir l'effort quand les gens ont l'impression que c'est partagé, que les sacrifices sont partagés. Je crois que c'est des mesures, je ne crois pas que ce soit dramatique. Si par exemple on avait dit, on revient sur la flat tax, vous voyez par exemple. Là, certains disent il faut l'augmenter. Voilà, mais enfin ça on verra ce qui se passera. Mais pour le moment, voilà. Si on venait sur la flat tax, si on venait vraiment sur ce qu'a fait vraiment la politique de l'offre depuis même le milieu du quinquennat Hollande, je n'aurais pas, voilà, je pense pas que ce soit le cas. Si on met un peu d'imposition sur les pour un an, c'est pour un an. On ne revient pas, même avec ce budget, à votre avis, Philippe Aghion, on va quand même rappeler que vous étiez un des inspirateurs de cette politique de l'offre d'Emmanuel Macron. Vous ne trouvez pas qu'on revient là-dessus? Pour le moment, je ne vois pas de choses. Enfin, je parle du budget initial. Je ne parle pas du budget tel qu'il a été présenté. De ce qui a résulté de tous les amendements. Je ne parle pas de ça. Je parle du budget initial, d'accord. Le budget initial ne m'a pas choqué comme remettant en cause la politique de l'offre. Non, je ne pense pas à ce stade. Voilà. Si on avait dit je supprime la flat tax, si on avait dit j'augmente sensiblement l'impôt sur les sociétés, si on avait dit je rétablis les impôts de production, là j'aurais commencé à m'inquiéter. Pour le moment, je ne le vois pas. À mon avis, ça fait le deuxième point de désaccord avec Patrick Martin, président du MEDEF. Bah écoutez, j'en sais rien. Pour le moment, je ne m'inquiète pas trop. Voilà, on verra. Mais pour le moment, je ne suis pas trop inquiet.
voilà. Mais je parle du budget initial, hein, je ne parle pas de ce qui est sorti après. Donc après, il y a eu certaines propositions, ça je ne me prononce pas là-dessus. Mais tout a été balayé. Mais ceci dit, moi, j'avais mes propres mesures pour réduire le déficit. Alors allons-y. Bon, moi, je vais vous dire la vérité. Je pense que la suppression de la taxe d'habitation était une erreur. Voilà. Je vais vous dire très clairement, on était un certain nombre d'économistes autour de Emmanuel Macron en 2017. On avait un programme, il y avait même une conférence de presse, et il n'y avait pas du tout dans notre programme au départ la suppression de la taxe d'habitation. Ça nous a été parachuté. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un peu une usine à gaz. Donc c'est 20 milliards jetés par la et c'est 20 milliards, voilà. Donc c'était peut-être des raisons électorales du moment, etc. C'était pas du tout dans notre... Moi, c'est une vision de la politique de l'offre. C'était vraiment aligner la taxation en France sur les autres pays qui font de la politique de l'offre. Voilà. D'où la flat tax, d'où impôt de production réduit ou supprimé, d'où, etc. Mais la taxe d'habitation, ça n'avait jamais été dans notre référentiel. Donc, moi, je pense qu'effectivement, alors ça ne veut pas dire du jour au lendemain supprimer la suppression complètement, mais si vous voulez, on peut tout à fait dire je réduis les dotations à certaines collectivités territoriales. D'ailleurs, il faut regarder, il y en a qui sont pauvres, il y en a qui sont moins pauvres, donc il faut faire attention. Et en échange, on leur donne une possibilité de lever de l'impôt un peu plus. Voilà. Un impôt local. Un impôt local. Alors, ça ne veut pas dire j'appelle pas ça forcément taxe d'habitation, etc. Mais enfin, de fait, je rétablis un peu de la taxe d'habitation. Oui, voilà. mais alors du coup, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Si par exemple, si c'était 500 € par an par foyer fiscal en moyenne, il y a 18 millions de foyers fiscaux, ça vous fait 9 milliards. Alors, il y a des foyers fiscaux qui ne peuvent pas payer 500 € de plus, d'accord? Mais je parle d'une moyenne. Il y en a qui peuvent payer beaucoup plus que 500 € de plus. Mais je me disais, juste pour calculer, le total de la suppression de la taxe d'habitation à peu près 17-18 milliards. Si moi je dis, je mets une possibilité de 500 € de plus par an par foyer fiscal, il y a 18 millions de foyers fiscaux, ça fait déjà 9 milliards. Donc déjà, moi je peux récupérer 8-9 milliards comme ça. Oui, mais en même temps... Et en plus, je décentralise, je responsabilise. C'est ça qui est intéressant dans cette réforme. Je responsabilise les collectivités territoriales. Je pense que ça va dans le bon sens. Il faut aller dans le sens de la décentralisation. Et je pense que ça va dans le bon sens. Alors, moi, j'ai juste un petit problème. J'ai déjà 9 milliards, là. Oui, d'accord. OK, vous avez déjà 9 milliards. J'en rajoute 4 avec la suppression des abattements pour frais professionnels des retraités. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de frais professionnels quand vous êtes retraité. D'accord, les 10%. Ça fait 4 milliards. Ça fait 4. D'accord. Donc j'arrive à 13 déjà. Déjà pas mal. Je supprime les niches rénovation d'appartements pendant un certain temps, en tout cas de maisons. Je gagne encore 2-3 milliards. Vous voyez que j'arrive déjà, sans avoir touché, voilà, j'arrive déjà à presque 20. Ouais. D'accord. Voilà. Ouais. Alors, moi, ça, c'était mon plan. Ça, c'est le plan de Philippe Aghion. D'accord. Bon. Et vous avez proposé à Michel Barnier? Je l'ai proposé publiquement. Après, il y a des gens qui reprennent certaines idées. Vous savez, après, les gens prennent pas. C'est que tout à l'heure, je parlais du front économique. Voilà, les économistes disent des choses. Certaines choses sont reprises partiellement, complètement. Ça rentre dans le débat. Voilà. Et puis après, c'est le débat politique. Ça, c'est pas notre affaire. Pardonnez-moi, je dis juste encore un petit point important quand même, parce que en attendant, qu'est-ce qui s'est passé? La taxe foncière, elle a explosé. Elle a augmenté 30%, 40%, 50%. On connaît la France. Vous le connaissez mieux que moi, le système fiscal. Donc, on va peut-être nous remettre un impôt local, mais on va certainement pas baisser la taxe foncière. Mais en tout cas, les collectivités qui vont trop augmenter les impôts, ils ne seront pas réélus. Donc, il y a quand même une discipline de l'élection. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois beaucoup dans ça. Et c'est ça la décentralisation. C'est aussi se reposer là-dessus, c'est-à-dire de dire, voilà, les élus locaux, ils veulent être réélus. Donc, alors, il y a un autre point, vous ne l'avez pas encore mentionné, la réforme des retraites. On sait que c'est un sujet qui vous est cher, Philippe Aghion. Oui. On fait quoi là? Est-ce que vous trouvez que... Alors qu'ils ont été augmentés de plus de 5%. Pour le moment, je ne fais rien de plus que la suppression. Ça vous... Pour le moment, j'aurais fait essentiellement la suppression de l'abattement de 10%. Voyez. D'accord, pas de désindexation des retraites. Moi, pour le moment, j'aurais pas. Si je faisais ma taxe d'habitation et ça, et déjà, ça le fait quoi. Voyez, je n'aurais pas rajouté, j'aurais pas mis en plus la désindexation. Personnellement, je pense que si on faisait ce que je propose, il n'y a pas besoin de mettre de la désindexation Mais en plus. Voilà. Vous trouvez que c'est scandaleux de faire cette désintoxication? Le problème, c'est toujours il y a le débat. Oui, le débat, qu'est-ce que c'est qu'un retraité aisé et pas aisé? Vous voyez ce que je veux dire? Et très facilement, vous tapez sur les classes moyennes. Donc, il faut faire très attention. Parce qu'on peut considérer comme riches des gens qui ne sont pas riches, qui sont de classe moyenne. Donc, il faut faire attention.
Tiens, il y a un point que vous n'avez pas, mentionné. Hein, oui, non, sur juste un point, ça rejoindra le dossier de l'Iprane et la prise de participation de BPI France. Est-ce qu'il y a des bijoux de famille? L'agence de participation de l'État, elle a 81 participations, 180 milliards, ça fait beaucoup, oui, beaucoup d'argent. J'ai vu la tribune. Gérald Darmanin et Olivier Grégoire disent... Oui, moi je suis pas... Enfin, moi je trouve que c'est pas... vous savez, il y a toujours le problème, quand je suis près des participations de l'État, quelle est la mission de l'État? Donc il faut redéfinir la mission de l'État, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un long débat. On ne fait pas ça en 4 mois. Là, il fallait trouver des choses en 4 mois. Vous voyez, et vous les avez quasiment trouvées. Je pense qu'il peut y avoir un débat sur les participations de l'État, mais c'est un débat de long terme. C'est comme le débat sur le taux d'emploi. Je pense qu'à long terme, se posera la question de la mission de l'État, se posera la question du taux d'emploi, comment j'augmente le taux d'emploi à long terme, comment j'augmente le taux de croissance à long terme. Ça, c'est des leviers de long terme. Mais là, je pars au court terme, je pars au plus pressé. Et le plus pressé, ce que je propose, c'est quelque chose pour les 4 mois. Est-ce qu'il faut, Philippe Aghion, absolument réduire la dette? Parce qu'il y en a certains, il y a beaucoup d'économistes qui disent, mais attendez, lorsque vous regardez le niveau de taux d'intérêt qui est en train de baisser, l'inflation, finalement, si on reste dans cette épure-là, c'est pas catastrophique. Je pense qu'il faut quand même montrer, il faut se préoccuper. Je veux dire, il faut montrer qu'on est sérieux budgétairement. Ce qu'il faut réduire, c'est le déficit. Ça, il faut vraiment le réduire. Il faut vraiment très vite aller vers les 3%. Vous voyez, ça, je crois que c'est très important. Parce que c'est notre crédibilité. Vous voyez, il faut que nous montrions que nous sommes capables. Et je crois aussi qu'il y a eu quelque chose qui a dû déstabiliser les marchés financiers et nos partenaires européens. Ça a été cette valse des chiffres à Bercy. Moi, je pense qu'il y aura un jour un livre à écrire sur qu'est-ce qui n'a pas été à Bercy. Quoi. Ah bah oui, mais il y a une commission d'enquête. Je pense qu'il y a eu... y a-t-il un pilote dans l'avion, quoi. Vous voyez, je pense vraiment qu'il y a eu un problème, quoi. Donc, il y a eu une rupture de la chaîne de commande, il y a eu quelque chose. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ce qui s'est passé n'est pas normal, quoi. Vous savez, vous avez pensé un petit peu à le syndrome chinois, vous savez, la centrale nucléaire, tout d'un coup, il se passe quelque chose de très grave, ce film américain avec... Et donc, il y a eu un petit peu comme ça, quoi. Vous voyez, il s'est passé quelque chose. Et donc, on ne sait pas trop. Et ça inquiète. Vous voyez, c'est important parce qu'il y a quand même une crédibilité de dire on a un objectif de budget et on le tient, quoi. Donc, est-ce qu'on a fait des prévisions beaucoup trop optimistes? On a été trop optimiste sur les recettes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, je suis pas à Bercy, je peux pas vous le dire. D'accord, mais enfin, quand même, Philippe Aghion, vous êtes professeur au Collège de France, vous êtes un économiste réputé, pour pas dire l'économiste français le plus réputé. Bon, à votre avis, comme ça, vous dites quoi? Je pense qu'il y a eu des prévisions très optimistes, je pense sur les recettes. Je pense qu'effectivement la dissolution et le fait que on n'a pas eu vraiment de gouvernement pendant l'été fait que personne ne s'est vraiment senti en charge, à mon avis, et donc il y a eu peut-être un retard de 3-4 mois pour annoncer les choses. Je ne sais pas si ça a été l'ensemble Il y a eu une désorganisation, c'est évident, et ça fait pas bon effet. Voilà, maintenant je crois que les choses sont prises en main et qu'on a des moyens de réduire le déficit. Moi j'ai les moyens que j'ai donnés, j'ai proposés, et d'autres permettent de réduire très vite notre déficit. Je crois que si on peut montrer, parce que quand même en France, on a une DGFIP, Direction générale des finances publiques, est très efficace. Et donc à la différence de la Grèce qui n'arrivait pas à lever l'impôt, la France, la France a une bonne note parce qu'on a une grande capacité de lever l'impôt. Voilà. Donc si on montre qu'il y a une grande capacité de lever l'impôt, qu'en même temps, il y a eu quand même des politiques économiques qui ont été sérieuses. Je veux dire, on ne peut pas jeter par-dessus bord tout ce qui a été fait depuis 2017. La politique de l'offre, ça a existé. Je veux dire, on a créé beaucoup d'emplois. Il y a eu beaucoup de création d'entreprises. On a stoppé la désindustrialisation. On a quand même fait un certain nombre de pas vers les entreprises pour créer un environnement. L'attractivité, c'est pas rien que la France soit devenue un pays attractif pour les investisseurs étrangers. Donc je veux dire, il y a eu, et la politique de l'offre, ça a commencé sous Hollande déjà, avec le pacte de responsabilité, avec le CICE. Donc ce tournant de l'offre est réel, et ça, c'est très important. Donc il y a des acquis de ça. Il y a eu un dérapage budgétaire, il y a eu le quoi qu'il en coûte, évidemment, du Covid, il y a eu la hausse du prix de l'énergie, il y a eu une démographie qui n'a pas été très favorable. Voilà, il y a eu un certain nombre d'investissements qui n'étaient pas, baqués, qui n'étaient pas soutenus par des réductions de dépenses. Le mot de conclusion, c'est quoi? Moi, ce qui je retiens, c'est que vous avez dit une phrase importante, alors que vous êtes un des initiateurs de cette politique de l'offre. Elle n'est pas en danger avec le budget 2025. Proposé, avec le budget proposé au départ, elle n'est pas proposée. Voilà. On est d'accord. Elle n'est pas remise en cause. Les fondamentaux de l'économie sont bons, mais il faut redresser la barre, surtout sur le budget, pour redonner confiance au marché et à nos partenaires européens. Et je pense qu'à partir du moment où on redonnera confiance, qu'on est capable de revenir dans les clous du 3%, on va pouvoir continuer d'investir dans l'éducation, dans l'innovation, parce qu'il y a l'IA, il faut investir dans l'IA. Mais nous ne pouvons
pouvons le faire que si nous redonnons confiance au marché et à nos partenaires financiers. Redonner confiance avec ce front économique que vous lancez avec le MEDEF. Merci Philippe Aghion. Merci Edwige. Au moins, au revoir. Voilà, vous êtes positif, ça se fait du bien.